Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Dans ce troisième épisode sur le thème du tatouage, vous allez découvrir une discussion à trois voix avec cette fois deux invités, Justine et Léa. Nous avons parlé de la réappropriation du corps par le tatouage, de la gestion de la douleur ou encore de l'accessibilité des salons de tatouage. Un épisode un peu plus long que les précédents, mais que j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer et qui, je l'espère, plaira autant qu'à moi, que vous soyez tatoué ou pas. Trigger warning, cet épisode aborde le sujet des cicatrices de mutilation. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Bonjour, donc moi c'est Justine, je suis belge, j'ai 35 ans. C'est toujours un peu la question piège, se présenter, on ne sait pas jusqu'où aller, quoi dire, quoi ne pas dire. Je suis née avec une maladie neuromusculaire dont on n'a pas encore vraiment trouvé ce dont il s'agissait. Et voilà, j'ai une formation de journaliste et j'ai animé pendant 4 ans une émission de radio sur la thématique des handicaps justement. Donc moi je m'appelle Léa, donc bonjour à tous, j'ai 25 ans, je suis conseillère principale d'éducation dans un collège, donc je suis CPE depuis septembre 2020. J'ai été diagnostiquée il y a quelques mois avec un trouble de la personnalité borderline, un trouble de l'humeur bipolaire de type 2 et des troubles du comportement alimentaire. Donc voilà, c'est un handicap plutôt invisible puisque voilà, si je ne le dis pas, personne ne peut le deviner. Quel a été votre premier contact avec le monde du tatouage et qu'est-ce qui vous a plu dans ce milieu-là ? Moi, je me souviens pas vraiment ce qui m'a amenée vers le monde du tatouage. Du coup, mon premier souvenir, c'est cette envie de moi exprimer quelque chose via l'art du tatouage. Et donc, cette réflexion autour de quoi faire, pourquoi le faire, où le faire, etc. Mais ce qui m'y a amené, je me souviens pas avoir eu beaucoup de personnes tatouées autour de moi. Moi, je viens à la base d'un petit village voilà, où il y avait plutôt des personnes âgées pas tatouées. Et donc, le premier contact, je ne saurais pas vraiment dire ce qui m'a attirée et comment j'ai découvert ça. Mais en tout cas, j'ai très vite et très jeune su que voilà, c'était une forme d'art via laquelle j'avais envie de m'exprimer en tout cas. Pour ma part, je dirais que c'est quelqu'un plutôt qui m'a permis de découvrir déjà le monde du tatouage dans sa globalité. Donc c'est ma fiancée qui était déjà tatouée quand je l'ai rencontrée. Donc moi aussi, je suis issue d'un milieu un peu rural où il y a plus de personnes âgées que de personnes tatouées, donc je connaissais vraiment pas le milieu. Et en fait, au cours d'un voyage à l'étranger, j'ai été amenée à me faire tatouer, et c'est là vraiment où j'ai pris conscience que, comme l'a dit ma camarade, que l'art et le fait de se faire tatouer, de se faire ancrer quelque chose, pouvait permettre d'exprimer une émotion autrement que par des mots, en fait. Et c'est là où vraiment j'ai compris que je pouvais me réapproprier mon corps en racontant mon histoire, en racontant ce que je voulais raconter de personnel, autrement que par des mots, et plutôt avec des images colorées en noir et blanc, peu importe. Donc c'est vraiment au cours de mon premier voyage hors de France que j'ai découvert le tatouage, et c'est là où j'ai du coup réalisé mon premier tatouage et où je me suis du coup réapproprié mon corps en me disant vraiment c'est mon corps, je peux en faire ce que je veux et je peux exprimer grâce à ce corps-là et à ce support-là quelque chose de purement artistique et de purement personnel. Ça fait une super transition avec la prochaine question, parce que tu en as déjà un peu parlé, mais est-ce que le tatouage a changé votre rapport au corps ou à la douleur ? Moi, oui. Avant le premier tatouage, je me suis pas trop posé la question. Je m'inquiétais un peu de savoir si ça allait faire mal, mais voilà. Mon premier tatouage fait presque l'entièreté en hauteur d'un de mes avant-bras. Et la personne a juste fait une petite partie, et donc je me souviens que j'ai laissé continuer, donc c'est que j'ai pas dû avoir si mal que ça. Donc je me souviens vraiment pas d'à quel point et si ça m'a fait mal la première fois. Mais c'est vrai que je me suis dit, moi, avec ma maladie, qui est aussi finalement un handicap invisible, puisque je peux la plupart du temps me déplacer debout, sans aide, etc. J'ai des douleurs 24 heures sur 24 dans l'entièreté du corps. C'est des douleurs que je subis, que j'ai pas choisies. Elles sont là, j'ai pas le choix. Ça s'accompagne parfois de maux de tête ou d'autres douleurs. Si je dois rajouter par-dessus d'autres examens médicaux, c'est encore de la douleur que j'ai pas vraiment le choix, que je dois rajouter. Et je me suis rendu compte après mon premier tatouage et au fil des tatouages que ça me permettait de m'exprimer, mais ça peut paraître bizarre pour des gens aussi, que c'était une douleur que je maîtrisais. Je veux pas dire que je l'appréciais,
mais au moins c'est moi qui l'avais choisi, c'est moi qui décidais, j'étais parfaitement consciente de ce que ça allait me faire et c'était plus quelque chose de subi et en plus, du fait de mon parcours médical, donc c'était vraiment, quelque chose, voilà, c'est devenu un intérêt, une passion pour cet art du tatouage et ce qui va avec, bah oui, un tatouage, ça fait quand même toujours un petit peu mal, quelle que soit la résistance qu'on a, mais au moins, bah, on l'a choisi. On l'assume, entre guillemets, on le domine, si je peux utiliser ce mot-là. Moi, c'est vraiment, voilà, quoi, j'en fais un petit peu. Ouais, c'est un peu comme ça que ça s'est tourné mon rapport à la douleur dans, dans, dans ce cadre-là. Je me suis dit, voilà, au moins, il y a une partie de ma vie, un compartiment de ma vie où j'ai mal, mais ça, entre guillemets, c'est de ma faute, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui le décide, je peux m'en vouloir qu'à moi-même et c'est un peu reprendre le contrôle comme ça sur ce critère douleur qui, la plupart du temps, dans le reste de ma vie, arrive sans que je puisse faire quoi que ce soit. Ben, c'est vrai qu'il y a cette idée de contrôle, un peu de je choisis un peu jusqu'où je suis capable d'accepter la douleur qui est imposée par le tatouage. Moi, dans la douleur, par rapport au tatouage, je suis plutôt dans la maîtrise parce que je suis presque en état de méditation quand je me fais tatouer. Par rapport à mes troubles psychiatriques, du coup, je suis amenée régulièrement à faire des crises de mutilation. Donc là, c'est une douleur qui est complètement différente. Et quand je compare au tatouage, les gens ne comprennent pas pourquoi je ne ressens absolument aucune douleur quand je me fais tatouer parce que je suis quasiment en état de méditation. Il arrive parfois que je m'endorme quand je me fais tatouer. C'est vraiment, il n'y a pas de douleur pour moi quand je me fais tatouer parce que je sais quel est l'impact positif et l'impact psychologique positif que ça va avoir sur moi, sur mon rapport au corps, sur mon rapport à voilà, qu'est-ce que je vais voir plus tard dans le miroir, comment je vais me sentir quand je vais me regarder. Donc en fait, tout l'aspect douleur que ça peut avoir pour certaines personnes, moi, c'est complètement occulté et du coup, physiquement, je le ressens pas. Et donc, du coup, pour en revenir à la question, est-ce que le tatouage a changé votre rapport au corps? Oui, clairement, moi, oui, parce que toutes les cicatrices que ça a pu laisser sur mon corps du fait des mutilations, la plupart des cicatrices que j'ai pu avoir, je les ai fait recouvrir. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle des scar cover. Et, et déjà, mon regard a changé sur moi parce que moi, je vois toujours les cicatrices, je vois toujours les marques, mais je vois aussi toute une histoire qui est racontée par-dessus ces cicatrices-là et je vois tout un parcours que j'ai réussi à combattre, sur lequel j'ai réussi à me relever dans ce parcours-là. Mais il y a aussi tout le rapport, le regard que les autres peuvent porter sur ce corps-là. Quand les gens voient des cicatrices et quand les gens voient des tatouages, même si les deux regards sont pas forcément agréables, les deux regards sont quand même différents. Et donc forcément, enfin en tout cas dans mon cas personnel, ça a clairement changé le rapport que j'avais, le rapport que je me porte à moi est complètement différent depuis que j'ai découvert le tatouage et depuis que j'accepte en fait l'image que je vois de moi à chaque nouveau tatouage. Je vois une nouvelle personne en fait à chaque nouveau tatouage. C'est comme si j'avais tourné une nouvelle page et je me dis j'ai réussi à passer cette étape-là dans ma vie, donc je peux me le faire ancrer sur mon corps. Et donc, c'est un combat de gagner supplémentaire. Voilà. Pour moi, donc, du coup, voilà, c'est pour ça que ça change complètement le rapport que j'ai pu avoir avec mon corps entre les troubles du comportement alimentaire qui changent, voilà, mon corps, un coup plus mince, un coup plus gros, etc. Et entre les cicatrices, c'est vrai que d'un point de vue réappropriation de son corps et d'un point de vue estime de soi, moi, le tatouage a clairement permis de créer un tournant majeur dans ma confiance en moi et dans ce que je pouvais renvoyer aussi. L'image que je renvoie de moi n'est pas du tout la même depuis que je me suis fait tatouer et depuis que j'ai appris à me voir autrement, en tout cas. Ouais, c'est hyper intéressant et je me reconnais vachement dans ce que vous dites toutes les deux parce que moi aussi ça a été vraiment hyper bénéfique parce que notamment avec le tout premier tatouage que j'ai fait, donc je l'ai fait sur mes jambes à côté de cicatrices qui viennent d'une opération que j'ai eue quand j'étais plus jeune. Et en fait, ces cicatrices, je les ai cachées pendant des années. Enfin, j'étais du genre à porter des jeans en plein été par 30 degrés parce que je voulais pas montrer ces cicatrices. Et c'est vrai que ça a été une belle revanche après. Enfin, maintenant, je suis limite fière de montrer mes jambes et c'est vraiment, je suis passée d'un extrême à l'autre, quoi. Donc c'est hyper positif.
Et aussi, ouais, ce que tu disais, Justine, sur choisir la douleur et choisir d'avoir une aiguille plantée dans la peau et que ce soit pas des chirurgiens ou des médecins qui l'aient décidé à ta place, c'est aussi vraiment génial comme sentiment. Ouais, quand je suis sortie de chez le tatoueur, de chez la tatoueuse, pardon. Mon premier tatouage, il a été fait à Nantes par Landroginette, qui est une tatoueuse absolument géniale que je recommande à tout le monde d'aller voir parce qu'elle est incroyable, que ce soit au niveau du tatouage ou humainement. Elle est absolument géniale. Et ouais, et quand je suis sortie du salon, je suis rentrée à mon Airbnb et j'ai juste pleuré toutes les larmes de mon corps parce qu'il y avait vraiment un sentiment d'accomplissement et de voilà, c'est bon, je l'ai fait, maintenant je peux passer à autre chose. Enfin, il y avait vraiment une étape de franchie et c'était hyper, hyper libérateur. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, c'est qu'il y a vraiment une démarche aussi dans le tatouage qui est réflexive. C'est que le tatouage, c'est pas juste l'acte de se faire tatouer, c'est qu'il y a tout ce qu'il y a avant. C'est donc déjà tous les complexes qu'il y a avant, sur lesquels on essaye de travailler en amont depuis des années. Mais il y a aussi toute la recherche visuelle. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message? Qu'est-ce que nous, on a besoin de voir au quotidien quand on se voit dans le miroir ou quand on voit le tatouage? De quoi on a besoin pour, voilà, pour garder cette démarche positive? C'est toute une démarche qui demande du temps, qui demande parfois plusieurs mois, parfois plusieurs années pour faire le bon tatouage, pour que ça reste quelque chose de positif et ouais, de dynamique, quoi, qu'on reste dans une démarche dynamique et qu'on ne le regrette pas. Ouais, et puis il faut aussi du temps pour vraiment savoir ce qu'on veut faire et puis aussi pour sauter le pas, quoi. Ce qui d'ailleurs nous amène à la prochaine question. Avec quel tatouage vous avez sauté le pas? Et pourquoi celui-ci en particulier? Moi, donc mon premier tatouage, il est sur mon avant-bras droit, sur l'intérieur. Et j'ai mis entre le moment où j'ai su que je voulais me faire tatouer et le moment où je me suis mis où j'ai été tatouée il y a 10 ans. Donc les gens me disent toujours ah, c'est un laps de temps extrêmement long, mais voilà, j'ai encore eu récemment des gens un peu jeunes autour de moi qui disent ah, je vais faire un tatouage, je sais pas trop quoi. Et mon discours c'est toujours celui-là de vraiment bien de réfléchir parce que comme disait Léa, il y a cette recherche du message, de l'artistique, etc. Tous les tatoueurs font pas tous les styles, etc. Et donc, au moment où j'ai fait mon premier tatouage, j'avais fait un stage dans le cadre de mes études de journalisme au sein d'une radio associative ici à Liège, qui est la ville en Belgique où je vis, et où j'ai été bénévole jusqu'à l'année passée, donc on va dire pendant 13-14 ans, et où il y avait vraiment une ambiance famille, et où j'ai un peu l'impression pour la première fois de trouver ma place, puisque moi j'ai fait mon coming out très jeune, j'ai vécu du harcèlement à l'école, aussi bien en primaire qu'en secondaire. Alors pour les Français, primaire, secondaire, ça ne dit peut-être rien, mais je ne connais pas l'équivalence en niveau chez vous. Donc je peux pas on va dire jusqu'à mes 15-16 ans. Euh, et puis, oui, avec la maladie, j'ai pris énormément de poids. Enfin, il y a plein de choses qui faisaient que je trouvais pas ma place. J'étais pas bien dans mon corps, j'étais pas bien dans le monde autour de moi. Et est arrivé le stage et puis le bénévolat dans cette radio où je me suis vraiment trouvé une seconde famille. Et on était vraiment très proches. On faisait des soupers les uns chez les autres. Enfin, c'était vraiment. Et donc voilà, j'ai eu envie de transcrire ça sur mon bras. Et donc j'ai un casque de radio qui est mon casque de radio, en dessous duquel il y a une partition qui descend comme ça le long de mon bras, voilà, vers le bas, avec une petite étoile, des notes de musique. Il est assez simple, c'est le tout premier. Il y a des gens qui se lancent pas forcément dans les plus grosses pièces dès le début, mais voilà, moi, il transpire vraiment cette époque de ma vie qui m'a permis de trouver pour la première fois un peu un endroit où, voilà, on me jugeait pas, on me prenait telle que j'étais et où j'étais heureuse et j'étais bien, quoi. Alors moi, du coup, alors en fait, c'était un double tatouage. Le premier que j'ai fait, c'est en convention. C'était la convention de Clermont-Ferrand. Donc, je me suis fait tatouer par l'artiste Nag Tatouage. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une excellente tatoueuse aussi. Et comme tu l'as dit tout à l'heure pour l'androgynète, aussi bien artistiquement qu'humainement, elle est très très ouverte, très très clean, très claire et elle est vraiment accessible. Et en fait, j'avais pas encore le diagnostic, donc je me sentais différente, je me sentais pas bien dans mon corps, je savais pas trop qui j'étais.
Et j'avais déjà conscience de mes phases. Vous savez, dans le trouble bipolaire, il y a des phases dépressives, des phases maniaques. Donc j'avais déjà conscience de ces phases-là et j'avais toujours des mois ou des périodes où j'avais profondément envie de mourir et d'autres mois où j'avais profondément envie de vivre. Et donc j'oscillais en permanence entre ces phases-là. Donc j'avais envie d'ancrer ça sur mon corps parce que c'était ce que j'étais à l'époque et ce que je serais à vie du coup depuis le diagnostic. Et donc j'ai choisi de faire ancrer sur mon mollet droit un cœur fané, donc rempli de barbelés, un cœur brisé avec des flèches, voilà, un cœur un peu mort. Et de l'autre côté, sur le mollet gauche, un cœur fleuri, qui retrouve un peu la vie, qui renaît, qui retrouve des objectifs un peu plus stables. Et l'objectif, c'était, voilà, dans ce tatouage-là, de montrer un peu cette ambivalence entre des phases maniaques et des phases dépressives. Donc personne ne sait que ces tatouages-là représentent ces deux phases-là. Mais pour moi, ça a été le premier tatouage vraiment très significatif et vraiment qui m'a beaucoup parlé et qui m'a permis de libérer beaucoup de choses sans rien dire. En fait, là où souvent on essaye d'utiliser beaucoup de mots pour expliquer des choses qu'on n'arrive pas forcément à comprendre nous-mêmes, ni à expliquer forcément nous-mêmes. Là, le simple fait d'avoir ces deux tatouages sur ces mollets, ça m'a permis d'exprimer beaucoup de choses sur qui j'étais et sur qui je suis. Et voilà, c'est les deux premiers tatouages d'une longue liste qui m'attend encore. C'est clair. Une fois que tu commences, c'est dur de s'arrêter après. Alors, du coup, maintenant, j'aimerais qu'on parle de ces inconnus dans l'espace public et dans la rue qui, sortis de nulle part, vont un peu te demander des comptes rendus sur tes tatouages. Avant de me faire tatouer, je connaissais déjà ces personnes qui te demandent dans la rue pourquoi t'es handicapé et pourquoi t'as un fauteuil et qu'est-ce qui t'est arrivé. Et c'est déjà très chiant. Déjà, les personnes valides qui nous écoutent, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. C'est juste intrusif et inapproprié. Donc arrêtez, s'il vous plaît. Donc ouais, je connaissais déjà ça. Et ensuite, après m'avoir m'être fait tatouer, j'ai découvert encore ces autres questions intrusives et totalement hors contexte. Du coup, est-ce que vous avez déjà eu droit à ce genre de questions? Ouais, je pense que c'est obligatoire. Enfin, déjà, le truc que je trouve assez drôle, c'est qu'on vit dans une société où il y a plein de gens qui sont sur les réseaux sociaux à se mettre des filtres sur leurs photos, et dans la vie, ils ont aucun filtre. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'ils veulent savoir, donc ils vont te poser des questions, mais sur toutes les situations de la vie, hein, sans réfléchir un peu plus loin à ce que ça peut te faire à toi et à est-ce qu'ils ont à savoir quelle est ta vie et le pourquoi du comment. Alors moi, toucher mes tatouages, ça non, personne ne le fait à part des enfants qui se demandent. Tu vois, j'ai des neveux et nièces ou des enfants en bas âge qui. D'ailleurs, j'étais à une réunion de famille une fois avec un neveu de mon épouse et qui, au bout d'un petit moment, a regardé mes bras, ben, il a sorti un bic et puis il a commencé à dessiner sur les siens, parce qu'il voulait, il voulait un peu la même chose. Ouais, sauf que après, je me suis fait engueuler moi par la maman qui m'a dit: «Ah, t'aurais pu mettre des manches longues et tout.» Voilà, donc toucher les tatouages, non, c'est plutôt ouais, les enfants qui se demandent si ça fait mal, si ça touche quelque chose, puisque la peau ressemble, enfin, est différente. Maintenant, les questions, oui, et quand tu seras vieille, bah, quand on est vieux, je trouve qu'on est un peu tous fripés. Moi, je serais fripée avec classe, quoi. Puis, est-ce que tu as eu mal et est-ce que tu vas en refaire et qu'est-ce que ça veut dire et moi, je pars du principe que mes tatouages, donc j'en ai que sur les bras, parce que je veux les voir et c'est le seul endroit qui, enfin, je suis jamais en jupe, en short, donc les seuls endroits que moi je vois en permanence, c'est mes bras. Donc j'en ai 5 pour le moment, ils sont sur mes bras. C'est un peu un journal intime ouvert à tous mais codé. Donc les gens voient ce qu'il y a sur mes bras, mais ils savent pas forcément exactement ce que ça veut dire. Et donc généralement, quand ils me posent la question, ben, je leur dis voilà, qu'est-ce que toi tu vois? C'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. Ça dépend qui. Parfois j'explique, mais maintenant, ça peut avoir un côté aussi pédagogique pour des gens où parfois j'ai des ados autour de moi qui veulent se faire tatouer et qui n'ont pas vraiment la conscience de ce que c'est, de comment ça se fait. Enfin, quand tu dis à quelqu'un concrètement, on rentre l'aiguille dans ta peau et tout le long de la ligne, il déchire ta peau, il ressort l'aiguille au bout, les gens ils pensent que c'est du picotage le tatouage, quoi. Ils savent pas comment on fait. Puis c'est toujours les mêmes, quoi. C'est toujours les mêmes. Tu vas t'arrêter quand? Tu trouves pas ça moche? T'as pas peur qu'on te refuse un job? Ah, la fameuse.
Ouais, la fameuse, moi, enfin, voilà, là, je travaille depuis 3 ans. J'ai jamais caché mes tatouages. Ma chef ne m'a jamais demandé de cacher mes tatouages, même à des événements. On organise parfois des galas ou des choses comme ça. J'ai ce réflexe de régulièrement relever mes manches, puisque avec ma maladie, j'ai un problème de gestion de la chaleur du corps. Donc, j'ai soit trop chaud, soit trop froid. Donc, je passe mon temps à relever mes manches, les enlever, les relever, etc. J'ai jamais eu de remarques à ce niveau-là dans le milieu professionnel. À mon ancien boulot, j'avais un collègue qui était tatoué du cou aux chevilles. Il y a que les mains, je crois, les pieds et la tête qu'il n'avait pas encore fait et ça n'a jamais posé de problème non plus. Donc je pense que tout doucement, ça rentre un peu plus dans, voilà, dans la culture des gens, mais c'est vrai qu'il y aura toujours ces personnes qui nous diront, mais quand tu seras vieille, tu seras moche, enfin ce genre de choses. On n'y coupe pas, quoi. C'est presque des classiques. On pourrait faire des tops des questions les plus posées sur les tatouages. Moi, la petite anecdote qui m'avait fait beaucoup rire, c'était très gentillé parce que c'était pas conscient, c'était pas méchant. C'est la grand-mère de ma fiancée aussi qui un jour a pris mon bras parce que moi je suis beaucoup tatouée pour le coup des pieds au cou et et elle a pris mon bras et elle a frotté jusqu'à ce que ça parte. Et elle m'a dit, mais quand est-ce que ça va partir? Alors je lui ai dit, bah ça ne partira jamais, ce n'est pas du dessin, c'est un tatouage. Elle était catastrophée d'apprendre que ça resterait à vie. Mais voilà, donc ça c'était une petite anecdote mignonne parce que c'était innocent. Mais sinon j'ai pas eu beaucoup de gens qui m'ont touchée sans mon consentement par rapport à mes tatouages. Heureusement, parce que alors là, j'aurais dégoupillé. Par contre, c'est vrai que des questions intimes et des questions indiscrètes concernant la signification, ça c'est à chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi cet endroit-là? Pourquoi cet artiste-là? Et pourquoi? Alors, les pires questions, moi, que je trouve gênantes, c'est les scar covers. C'est-à-dire que déjà, on va me poser la question de pourquoi j'avais ces cicatrices-là, d'où elles viennent et pourquoi et comment et quand et où. Et ensuite, on va me poser la question de pourquoi avoir choisi ce tatouage-là pour recouvrir cette cicatrice-là. Donc on rentre dans une dimension très personnelle de ma vie et de mon parcours que j'ai pas du tout envie d'étaler. Puis quand on est pris de court par ces questions, c'est vrai que c'est pas toujours évident de botter en touche. Enfin, des fois, je sais pas quoi répondre. Alors souvent, je réponds que ça les regarde pas et que j'ai pas envie de développer. Mais c'est vrai que le côté sans filtre, comme tu disais Justine, le côté sans filtre des gens qui osent poser des questions aussi intimes qu'on ne poserait même pas à quelqu'un qu'on ne connaît pas d'habitude, c'est tellement déconcertant que ben, parfois j'en reste bouche bée et je suis bloquée et j'y arrive pas à répondre. Après, j'ai remarqué moi dans le cadre de mon travail que avant d'être CPE, j'étais AED. Donc AED, c'est assistant d'éducation, c'est surveillant dans des établissements scolaires. Et là, le fait que j'avais des piercings et des tatouages me plaisait pas du tout. Dans les établissements où j'étais, il fallait que je les cache. Et depuis que je suis cadre, depuis que j'ai eu mon concours, comme j'ai changé de statut, eh ben, j'ai pas du tout le même regard. J'ai pas la même position sociale, j'ai pas le même statut social, donc du coup, on ne me regarde pas de la même façon. Alors souvent, quand on me voit avec des tatouages, on me regarde un peu bizarre. On doit se dire intérieurement, ah, elle est cadre et elle a des tatouages, c'est particulièrement bizarre. Mais du coup, on ose moins me faire de remarques parce que je suis cadre. Mais ce qui en dit quand même long sur la société et sur les mentalités des gens, c'est que quand tu es cadre, on ne te fait pas de remarques, mais quand tu n'es pas titulaire, on t'en fait. Donc il y a un côté de voilà le choc des cultures et voilà on te permet des remarques quand tu n'es pas titulaire et ça c'est un côté qui m'énerve profondément. Pour le moment, je touche du bois, j'ai pas eu de remarques depuis que je suis CPE sur mes tatouages et je ne les cache pas et je n'en fais pas non plus. Je suis pas nue non plus quand je vais au travail pour ne pas non plus les montrer, mais je ne les cache pas comme je peux le faire quand j'étais assistante d'éducation avant. C'est vrai que c'est un côté pédagogique parce que les professeurs d'art plastique, par exemple, peuvent s'en servir pour travailler avec les élèves sur les dégradés de couleurs, sur les techniques, le réalisme, le néo-traditionnel, sur plein de choses. Donc, en fait, selon l'ouverture d'esprit des gens, ça va avoir un apport bénéfique ou pas. Moi, j'ai deux petites anecdotes là-dessus. La première, c'était à la Pride de Montpellier. Donc j'étais en short et il y a deux personnes qui arrivent
et qui me demande mais pourquoi tu l'as fait dans ce sens-là? Parce que le tatouage, il est dans mon sens pour que moi je puisse le lire. Et elles sont arrivées, elles m'ont demandé pourquoi je l'avais fait dans ce sens-là. Et je leur ai répondu bah parce que je l'ai fait pour moi. Et elles m'ont dit du tac au tac mais non, tu l'as fait pour nous. Et du coup, j'ai répété bah non, je l'ai fait pour moi. Et ah OK, d'accord. Et elles sont parties comme ça. Et j'ai trouvé ça mais tellement ouais, j'ai même pas les mots. Parce que, ben voilà quoi, je suis quand même montée jusqu'à Nantes. J'habitais à Lyon à l'époque. J'ai fait Lyon-Nantes pour me faire tatouer. Après, il y a le prix du tatouage, le temps de la séance, payer les transports, l'hébergement, tout. Et oui, et après, je vais le faire pour les gens, bien sûr. Et non, non, je fais pas ça pour me la péter auprès des gens, quoi. Enfin, c'était assez, ouais, déconcertant comme remarque. C'est un peu le concept des gens qui te disent, mais tu vas pas regretter d'avoir fait ce tatouage-là ou ce design-là à un moment. Mais on s'est pas levé un matin en voyant un logo dans la rue en se disant, je vais me le mettre sur l'épaule, quoi. Enfin, si, il y a des gens qui font ça, il y a des effets de mode, comme il y en a partout. Je veux dire, on a tous vu ces gens avec ces étoiles sur les coudes, comme Quentin Mosimann, les filles qui ont des clés de sol ou ceci, cela. Il y a des gens mais généralement, quand tu fais des grosses pièces comme ça, surtout, c'est réfléchi, ça veut dire quelque chose. Et au final, quand bien même on le regretterait, c'est quand même notre bras. Quand bien même tu le regretterais dans 10 ans, si tu l'as fait sur le moment, c'est que à l'instant où tu l'as fait, il te paraissait nécessaire de le faire. Donc, et puis c'est tellement personnel. Si tu le regrettes dans 15 ans, c'est ton problème, c'est le problème de personne d'autre. Après, tu verras dans 15 ans si tu veux faire un cover ou si tu veux faire autre chose. Mais... Et les gens, c'est vrai que comme tu le disais, Hermine, il y a un aspect où les gens pensent que c'est toujours purement esthétique, où ils se disent que c'est pour un peu dans le m'as-tu vu, voilà, montrer, se faire voir, se faire remarquer par quelque chose d'ancré sur son corps. Et à aucun moment, enfin, pour certaines personnes, à aucun moment, les gens peuvent se dire que c'est une démarche thérapeutique. Moi, le tatouage, c'est clairement une démarche thérapeutique en complément de mes suivis thérapeutiques médicaux. Et donc, ça rejoint un peu la question qu'on a osé te poser, pourquoi tu l'as fait dans ce sens, mais je suis un peu choquée de cette question. C'est que enfin, c'est tellement personnel, tellement... oui, un tatouage, c'est tellement personnel et intime que c'est pas une question qu'on est censé poser, quoi. C'est pas pour les autres qu'on le fait, c'est vraiment pour soi, corporellement, physiquement, psychologiquement. C'est vrai qu'il y a des questions, on se demande pourquoi en 2021, il existe encore ce genre de questions. C'est clair. Et ouais, j'ai une deuxième anecdote. Et là, cette fois, j'étais en Angleterre. J'étais dans une gare et genre, je rentrais dans un ascenseur avec mon fauteuil. Et juste derrière moi, il y a une dame qui arrive avec une poussette. Et puis qui, d'un coup, du coup, moi, j'étais pas face à elle. Je l'ai pas vue arriver, quoi, vraiment. Et d'un coup, elle se penche vers moi et elle me demande, genre, est-ce que c'est un tatouage? Et j'avais une jupe et limite, elle a un peu soulevé ma jupe pour voir le tatouage, quoi. Et vraiment, je l'ai pas vu arriver. Enfin, c'était hyper intrusif. J'ai pas du tout aimé ce moment-là. Mais déjà, la question, est-ce que c'est un tatouage? Non, c'est une tache de naissance. Enfin, ça se voit, quoi, quand même. Puis oser soulever le vêtement de quelqu'un sans son consentement, juste pour vérifier une information que tu juges toi utile de vérifier, alors que tu as même pas demandé l'autorisation de la personne concernée, c'est d'un manque de respect inouï, quoi. C'est clair, ouais. Je pense que c'est important de rappeler que le consentement ne disparaît pas avec les tatouages. Il part pas en dessous des tatouages, il est toujours là et il faut demander avant de faire quoi que ce soit. Alors, question suivante. Est-ce que vous avez été confronté à des problèmes d'accessibilité ou est-ce que par exemple on a déjà refusé de vous tatouer Moi, non. Enfin, au niveau de l'accessibilité, non. Comme je disais, ayant un handicap invisible, me déplaçant majoritairement en marchant, à part la dernière fois, enfin la dernière pièce qui s'est fait en 2 fois tellement ça a duré longtemps. Je l'ai d'abord fait en convention avec la tatoueuse et puis j'ai dû aller dans son studio qui est totalement de l'autre côté de la Belgique. Et là, c'était un studio au fin fond d'une cour avec des vieux escaliers. Enfin, j'ai un peu galéré à monter jusque-là, mais à part ça, non. Et refuser de me tatouer. On m'a déjà posé la question. Et je me suis posé moi-même la question. Et je réagis d'ailleurs après chaque tatouage, j'ai une crise de douleur d'environ 2 semaines au niveau du membre qui a été tatoué. Donc comme si on m'avait c'était un peu servi de mes bras comme punching ball, c'est à chaque fois. Mais encore une fois, c'est moi qui l'ai décidé et je le sais. Mais
On m'a jamais dit non, parce qu'en plus ils se voient pas, donc si j'en parle pas, les tatoueurs peuvent pas savoir. La dernière tatoueuse, voilà, on a vraiment beaucoup discuté parce que j'ai fait un tatouage à symbolique un peu anti-validisme avec un message dans cette portée-là. Donc on a beaucoup discuté de mon handicap, des handicaps en général, de cette thématique. Mais sinon, généralement, je le dis pas, donc forcément, il y a pas trop de questions par rapport à ça. Moi, c'est un petit peu pareil, étant donné que j'ai un handicap invisible. Si je ne le dis pas, personne ne le voit, personne ne peut le deviner. Donc, à partir du moment où je peux me déplacer toute seule en marchant, l'accès au shop est très facile pour moi. Après, j'ai la chance aussi d'avoir rencontré des tatoueurs qui ont été très compréhensifs parce que j'explique beaucoup. Je prends beaucoup le temps, moi, pour trouver mon tatoueur. Je passe beaucoup par le dialogue et j'explique la signification de chaque tatouage. Et j'ai à cœur de faire en sorte que le tatoueur comprenne parfaitement bien la signification du tatouage pour qu'il puisse me le tatouer correctement. Et donc là, récemment, ça a été des tatouages en lien avec la bipolarité, la personnalité borderline. Donc là, le tatoueur a été obligé de prendre en compte du coup ce handicap et il a été très très compréhensif. Il n'a pas posé de questions indiscrètes. Il a été très très bien. Par contre, ma belle-mère qui a été dans ce même shop récemment et qui pour le coup venait de se faire opérer des genoux et qui a un handicap physique, là s'est retrouvée un peu confrontée à un accès difficile puisque le tatoueur tatoue au sous-sol. Donc il y a 2 étages à descendre, sachant qu'elle marche très très mal toute seule. Voilà, là, la question de l'accessibilité physique se posait, donc ça a été compliqué. Il a fallu anticiper, se poser la question de comment elle allait descendre. Donc, et là, par exemple, le shop dans lequel je suis allée récemment, la porte d'entrée, tout simplement, la porte d'entrée ne permet pas d'accueillir quelqu'un qui est en fauteuil roulant parce que la porte d'entrée est trop petite. Donc, voilà, l'accès pour les personnes ayant un handicap invisible se fait normalement, j'ai tendance à dire, mais l'accès pour les personnes ayant un handicap visible, par exemple pour les fauteuils roulants, là, dans ce shop-là en tout cas, n'est pas possible. Donc, j'ai déjà vu des personnes en fauteuil roulant dans ce shop-là être reçues à l'extérieur, ce qui pose quand même la question de la... Enfin, franchement, c'est quand même très limite d'un point de vue égalité, d'un point de vue respect, c'est quand même franchement limite. C'est vrai qu'en y réfléchissant, quand je vois les shops de tatoueurs que je connais ici où j'ai été, ils cherchent toujours ce côté un peu vintage du lieu, on dirait, pour certains. Et de fait, vintage, ça fait un vieux truc mal adapté avec un escalier rouillé dans un coin. Moi, les shops que j'ai en tête, c'est vrai que moi, j'ai jamais dû aller me faire tatouer à un moment où j'étais particulièrement en crise et où j'avais besoin de mon fauteuil roulant. J'ai moi pu y avoir accès, mais c'est vrai que je pense que j'ai pas mal d'amis à qui ça poserait problème d'aller dans les endroits où moi j'ai l'habitude d'aller. Ouais, je pense que c'est important de rappeler que les salons de tatouage ne sont pas exclus du manque d'accessibilité. Pour mon dernier tatouage, j'ai dû carrément monter 2 étages en marchant parce que c'était un vieux bâtiment et qu'il n'y avait pas d'ascenseur. Et voilà, j'ai pu le faire parce que donc je me déplace en fauteuil roulant, mais je peux aussi marcher un petit peu. Et donc j'ai pu le faire parce qu'il y avait une rampe et que le tatoueur m'a aidé à monter. Mais clairement à la fin j'étais crevée quoi. Et je vais pas me faire tatouer pour si je veux faire de la gym, je vais chez le kiné quoi. C'est ça. Du coup, ouais, il y a encore beaucoup de problèmes d'accessibilité et aussi, enfin, c'est pas pour rien que je pose cette question, il y a aussi pas mal de discrimination au niveau, que ce soit les personnes non blanches ou les personnes grosses qui ont plus de mal à se faire tatouer parce que des tatoueurs refusent de les tatouer. Enfin, il y a beaucoup de témoignages comme ça qui sont assez révoltants. Si vous avez été victime de violences ou de discrimination dans le milieu du tatouage et que vous souhaitez témoigner de manière anonyme, vous pouvez le faire sur le compte Instagram Balance ton tatoueur. A l'inverse, si vous voulez témoigner d'une expérience positive et recommander des tatoueuses avec lesquelles vous vous êtes senti écouté et en sécurité, le compte Safe Tattoo Artist répertorie les tatoueuses safe en France. Quels sont vos prochains projets tatouages si vous en avez? Euh, Moi, c'est dur à dire parce qu'à la base, je voulais faire l'entièreté des 2 bras. J'ai pas mal d'idées.
Mais c'est vrai que le dernier tatouage dont je parlais un peu avant, m'a vraiment épuisée. Je me suis dit: «Oh, plus jamais». Là, j'ai vraiment eu mal. Donc j'ai vraiment fait toute une pièce qui prend, l'entièreté de mon épaule, avec, voilà, j'ai remplacé le disable en anglais par yesable. J'ai un petit personnage, en fauteuil roulant avec, ma canne, par-dessus, il y a une petite tasse, un peu ébréchée qui ressemble un peu à Zip dans La Belle, et la Bête, avec une noiraude du monde Ghibli dedans, avec, une grande, poche de perfusion dans laquelle il y a des pétales qui rappellent les fleurs sur l'alliance de mon épouse. Le tout sur une feuille, parce que comme je suis journaliste, un peu une feuille, il y a des lignes, bleu ciel tout en dessous. Donc c'est vraiment une grosse pièce qui a dû se faire en 2 fois. J'ai vraiment douillé cette fois-là. Et après, je me suis dit: «Plus jamais», comme on peut se le dire parfois. Ça commence tout doucement à me passer, ça commence à me manquer, mais j'ai tellement d'idées que c'est difficile parce que j'ai vraiment envie que ça ait du sens, j'ai vraiment envie de réfléchir les choses correctement. Et c'est peut-être le confinement qui fait ça aussi dans cette partie de ma vie où j'ai plus les idées claires, où je suis un peu épuisée de réfléchir les choses correctement, et je pense pas que je suis en état de définir un projet tel que je le voudrais pour le moment. Donc, pour le moment, j'ai un peu mis tout ça en pause, et puis surtout, voilà, les finances sont plus forcément là. C'est quand même un sacré budget, on se rend pas toujours compte. Donc, des projets, il y en aura, parce qu'il me reste de la place sur mes avant-bras, et puis j'ai toute une épaule nue. Mais c'est encore à mûrir et à définir correctement pour être sûr justement de trouver le bon message pour moi-même. Alors moi, j'ai encore tellement de place que j'ai tellement de projets en tête, je ne pourrais pas tous vous les expliquer là maintenant, ça serait trop court. En août, je pars en Espagne pour terminer mon bras gauche, et donc c'est un thème un peu automnal, donc j'ai fait un hibou et un éléphant sur l'avant-bras gauche. Donc je termine avec un renard et un écureuil. Et en fin d'année 2021, je fais un projet très très important qui est aussi en lien du coup avec la bipolarité et le double diagnostic. C'est que du genou à la fesse droite, je fais un yin et yang de chauve-souris. Donc une chauve-souris bien dark qui représente les phases dépressives, et une chauve-souris blanche, un peu plus pure, qui représente les phases hypomaniaques, ou du coup qui représente voilà, le double, le combiné des doubles, des deux chauves-souris représente la stabilité et ce qu'on essaye de trouver en tant que bipolaire avec les traitements, avec le suivi médical. Donc ça, c'est vraiment le gros projet, puisqu'il prend toute une partie quand même de la cuisse, du genou jusqu'à la fesse. Donc il y a quand même 2 jours de travail, donc ça, c'est le prochain gros projet en fin d'année civile, qui compte beaucoup pour moi là, maintenant que j'ai eu ce diagnostic et que je comprends enfin beaucoup de choses depuis de ce qui se passe dans ma tête et dans mon corps depuis des années. Là, j'ai vraiment besoin de ce tatouage pour passer à autre chose et terminer cette phase d'acceptation du diagnostic pour continuer ma vie, quoi. Donc là, j'ai vraiment hâte de faire ce tatouage. Du coup, on arrive à la dernière question, qui est la fameuse question recommandation culturelle. Donc, est-ce que vous avez des recommandations culturelles, que ce soit sur le sujet du handicap ou du tatouage, ou les deux, même si je crois pas qu'il y en ait beaucoup, mais on sait jamais. J'ai envie de dire, s'il y a des Belges qui écoutent ou même des Français qui veulent faire le déplacement, la tatoueuse qui a fait ma dernière pièce, qui fait des tatouages vraiment engagés aussi, parfois sur la cruauté envers les animaux, vegan, etc., qui s'appelle Empathie, Mpatschi. Elle est vraiment bien. Elle est très sympa. On a discuté très longuement de mon projet, et donc ouais, c'est plutôt une recommandation. Sinon, au niveau du handicap, je trouve, j'ai juste envie de dire, prenez en compte tout ce qui est à votre disposition et qui est fait par des personnes concernées. Je sais que récemment, c'est Marina Carlos qui a sorti un livre qui s'appelle Je vais m'arranger, comment le validisme impacte la vie des personnes handicapées, et qui parle des médias, qui parle de la mode, qui parle de la culture, qui touche tous les sujets. C'est un petit livre, mais franchement, il est d'une importance mais énorme. Moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, ça fait tellement du bien d'avoir quelqu'un qui met des chiffres, qui met des mots, et même ce que tu fais toi ici avec ce podcast, hein, d'avoir des personnes concernées qui parlent du sujet, parce que moi, j'en peux plus qu'on aille trouver tout le temps les gens qui gèrent les ASBL, mais qui sont valides. Alors oui, ils côtoient des personnes handicapées, mais ils sont valides. Ou alors les gestionnaires d'institutions, ou des personnes pas du tout concernées, et on n'est jamais nous écoutés. Et donc, dès qu'il y a quelque chose
qui se fait. Il y a Elisa Horace aussi qui a sorti un livre qui est un roman plutôt, qui est vraiment, voilà, c'est quelqu'un d'engagé, c'est des personnes concernées qui ont une parole claire, importante et qui sont pas juste là pour dire ah ça va pas, mais pour dire la situation telle qu'elle est et qui ont une vraie connaissance du sujet, comme je pense on l'a toutes les trois ici, selon nos histoires de vie. Donc ouais, j'aurais envie de dire ça, écouter et aller chercher après la parole des personnes concernées, que ce soit en livre, que ce soit en podcast, que ce soit en interview. Bon, on sait que dans les films, etc., on est encore assez mal représenté, donc ça commence, mais ça reste compliqué de trouver des bonnes références, mais voilà, écoutez-nous. D'ailleurs, j'avais recommandé le livre de Lisa Rojas dans le premier épisode du podcast. Et Léa, du coup, est-ce que tu as des recommandations ? Alors moi, je dirais, d'un point de vue film, j'ai vu récemment le film Fou de toi sur Netflix, qui traite de la bipolarité. Donc voilà, je cite particulièrement celui-là parce que je me sens bien sûr particulièrement concernée. Donc c'est un des rares films que je vois traiter aussi spécifiquement ce trouble-là. Donc alors après oui, effectivement, il y a des choses à redire, mais au moins on parle du trouble et moi je l'ai trouvé plutôt bien fait. Donc forcément il y a des débats sur le sujet, mais je l'ai trouvé plutôt bien fait. Après, il y a des comptes Instagram qui sont plutôt pas mal, qui font beaucoup de prévention. Je pense à planetpsy.trouble bipolaire, qui est un compte Instagram tenu par des étudiantes en psychiatrie qui sont accompagnées par un docteur en psychiatrie et d'autres comptes de prévention. D'un point de vue plutôt tatouage, je citerai, j'ai jamais eu la chance de la rencontrer pour le moment, mais je pense à une artiste particulièrement engagée qui est axée sur l'inclusif, c'est Poulby Tattoo. Poulby Tattoo qui a un shop à Bordeaux et qui a à cœur voilà, elle est engagée pour vraiment essayer de sensibiliser au maximum les différents corps, les différents handicap, elle tatoue, elle organise des différents événements, elle tatoue tous les corps. Pour le coup, tu parlais des différentes couleurs de peau, elle tatoue toutes les couleurs de peau. Elle participe à des événements comme Transcendance. Donc l'objectif, c'est de tatouer les personnes qui ont subi des mammectomies par rapport à leur transidentité et leur transition corporelle. Donc voilà, elle participe vraiment à des événements intéressants et elle est vraiment humainement incroyable. Elle a une sensibilité vraiment incroyable et elle fait vraiment beaucoup de prévention et quand elle fait ces formats de je propose, j'ai besoin. Donc ça c'est autre chose que du tatouage, mais du coup ça permet à toute sa communauté qui la suit de s'offrir des services, que ce soit psychologiques ou matériels ou juste être là pour discuter. Et moi, grâce à elle, j'ai rencontré plein de gens qui avaient aussi de troubles de la personnalité borderline ou de troubles bipolaires. Et on a pu apprendre à se rencontrer, apprendre à se connaître et créer des liens et se sentir moins seul. Donc à travers ce compte de tatouage, déjà, elle permet, en étant tatoueuse et inclusive, elle permet aux gens de se réapproprier son corps. Mais en étant inclusive et humaine et engagée, elle permet aux gens de s'accepter soi-même et d'accepter les autres en faisant beaucoup de prévention et de sensibilisation. Donc, s'il y avait vraiment une artiste à évoquer aujourd'hui dans le monde du tatouage, c'est vraiment Poulby Tattoo que je citerai. Ok, c'est génial. Ça me fait encore plus aimer le tatouage, c'est trop bien. Merci beaucoup à toutes les deux, c'était hyper intéressant et j'ai vraiment hâte que tout le monde puisse écouter cet épisode parce que vraiment ça rappelle à quel point le tatouage est important et peut aider et regrouper les gens. Ouais, c'était vraiment super. Merci d'avoir proposé en tout cas. Ben, merci à toi ouais, de nous avoir donné l'opportunité de discuter du sujet et de prendre le temps d'y réfléchir. Ça fait longtemps que j'avais plus réfléchi à mes tatouages et au pourquoi. Donc c'était l'occasion aussi. Merci pour ce que tu fais, Hermine. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de H comme handicapé. Et encore merci à Justine et Léa d'avoir participé. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu et à me dire ce que vous en avez pensé. Vos retours me font toujours très plaisir. En attendant, on se retrouve le 10 mai pour un 4e épisode sur le thème du végétarisme et du véganisme quand on est en situation de handicap.